Sébastien vit aux États-Unis, partage sa vie entre 3 pays, États-Unis, Israël et France, et membre de J Street. Je lui ai demandé de nous parler de la situation des Juifs américains, notamment après les élections récentes et de toute l'évolution en cours aux États-Unis. Bonjour à tous. Je vais d'abord commencer par un chiffre. 75% des Juifs américains environ sont des Juifs libéraux. Quand je dis libéraux, ça veut dire sur le plan politique, mais c'est également sur un plan religieux, et ça a son importance. C'est-à-dire que 75% environ des Juifs américains votent pour le Parti démocrate, et ce de façon continue depuis 70 ans. Et ils sont également sur le plan religieux, c'est-à-dire qu'ils sont, ici ça voudrait dire des Juifs réformés ou des Juifs massortis, on a parlé du rabbin Krigier, ça serait à peu près ça. Donc ça veut dire qu'ils sont, et ces Juifs américains, ils sont dans un état de choc. Depuis, évidemment, la victoire de Trump n'a rien arrangé, mais le 7 octobre, évidemment, est un traumatisme, mais ça fait quelques années déjà qu'il y a vraiment une dégradation, je dirais, de leur situation en tant que juifs américains, et donc avec 2 chocs, le Trumpisme et le 7 octobre. Donc je voudrais démarrer d'abord en disant ce que sont, à mon avis, les 3 piliers qui font que l'expérience juive américaine est une expérience particulière qui est aujourd'hui en danger. La première, c'est le sens de sécurité. Jusqu'environ aux années 2015, si on rapporte les actes antisémites en rapport à la population juive, le rapport entre la France et les États-Unis, c'est environ de 1 à 10. Vous aviez vraiment un sentiment de sécurité personnelle de la part des Juifs américains qui était extrêmement fort. Au-delà de ce sens de sécurité personnelle, et je reparle du libéralisme qui fait vraiment partie intégrante de la judéité américaine. Les Juifs américains, on disait en France dans les années 30, alors c'est quelque chose, je pense, plutôt yiddish, donc excusez-moi, c'est de l'appropriation culturelle en tant que séfarade, on disait « heureux comme un Juif en France ». Je pense que le « heureux comme un Juif aux États-Unis », c'est quelque chose de très très fort depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire sens de sécurité personnelle et sens surtout d'appartenance complète au projet américain. Un Juif américain est un Juif libéral, est un Juif qui se reconnaît, on parle beaucoup de tikkun olam, réparer le monde, et donc le symbole même d'un Juif américain, c'est la photo de Martin Luther King et du rabbin Heschel marchant ensemble pour les droits civiques dans l'Alabama. C'est vraiment ce qui définit de façon très très forte le judaïsme américain. On est, d'une certaine façon, l'américanité renforce la judéité et vice-versa. Et donc il y a vraiment quelque chose de très très fort dans l'éthos, et à J Street, on s'est défini comme pro-Israël, pro-peace, pro-paix et pro-démocratie. Je pense que ça en dit beaucoup sur vraiment ce qu'est, même si J Street n'est pas tous les Juifs américains, mais on y reviendra. Et puis il y a un 3e élément, c'est Israël. Israël, c'est un pilier essentiel de l'identité américaine, de l'identité des Juifs américains, et c'est encore le cas aujourd'hui. 80% selon le Pew Research, 80% des Juifs américains, pour les Juifs américains, Israël est un facteur constitutif de leur identité. C'est un petit peu moins fort, et on y reviendra sur la jeune génération, c'est plutôt 70%, mais ça reste massif. Mais on parle d'un Israël qui est juif et qui est démocratique. Et le fait que Israël soit une démocratie allait également dans l'éthos des Juifs américains en disant « je suis juif, je suis pro-Israël, c'est important pour moi, et l'État qui est en face de moi est un État démocratique et qui me reconnaît comme juif, moi qui suis juif, parfois ça peut être une femme rabbin, ou juif dont le père est juif et pas la mère, mais je suis encore reconnu en tant que juif, je peux faire mon alias, c'est encore le cas avec la loi au retour, mais je suis globalement reconnu comme juif par l'État d'Israël. Donc vous avez 3 piliers. Ces 3 piliers, ils sont très fortement ébranlés depuis une dizaine d'années, avec une accélération depuis le Trumpisme et depuis le 7 octobre. D'abord, l'aspect de sécurité personnelle. L'antisémitisme a explosé aux États-Unis depuis le 7 octobre, mais il avait monté avant. J'ai parlé d'environ un rapport de 1 à 10 entre l'antisémitisme en France et l'antisémitisme aux États-Unis. On était environ à 1000 actes antisémites depuis les années 2015-2016. Ensuite, on est passé à 2000 avec l'avènement du Trumpisme. Ensuite, vous avez eu 2021-2022, la vague Covid, les théories du complot, on est passé à 4000. 2023, on est passé à 8000. Mais étant donné que, et avec notamment 4000 actes antisémites selon le rapport de l'ADL entre octobre et décembre, on s'attend sans doute à passer allègrement la barre des 10 000, 12 000 actes antisémites aux États-Unis en 2024.
Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Et le ratio, alors là voilà en tout cas un domaine où la France, qui était à la remorque des Américains, est malheureusement en train de rattraper le cas français. Le rapport aujourd'hui entre actes antisémites en France et aux États-Unis est plutôt passé aujourd'hui à 1 à 2,5, 1 à 3. Anecdote personnelle. Donc je suis né en France, je suis français, j'ai quitté les États-Unis en 2010, ma femme est israélienne. Quand on vivait à Paris, ma femme ne lisait jamais en hébreu dans le métro. Et il se trouve que quand nous allons à Paris avec mes enfants, on parle plutôt hébreu dans la famille, en tout cas ma femme avec mes enfants, et en gros mes enfants ont interdiction plus ou moins de parler hébreu dans le métro. Jusqu'au 7 octobre, ma femme avait été complètement à l'aise pour lire en hébreu dans le métro et parler à mes enfants dans le métro en hébreu. Ça n'est plus le cas. C'est anecdotique, encore une fois, je ne peux pas extrapoler, mais sauf qu'en discutant avec des juifs américains, tout le monde aujourd'hui a conscience de sa judéité et le fait peut-être de se poser un certain nombre de questions. Donc le sens de sécurité absolue que les juifs avaient jusqu'en 2015 a été ébranlé entre 2015 et 2023, il est aujourd'hui très fortement atteint. Donc c'est quelque chose, c'est un premier pilier qui est extrêmement problématique pour les juifs américains. Le deuxième pilier, c'est l'américanité et la judéité, et le fait que les États-Unis sont foncièrement une démocratie libérale, et avec la lutte notamment pour les droits civiques, une lutte pour les droits civiques qui collait avec une quête d'émancipation. L'émancipation, c'est-à-dire vers l'égalité entre les citoyens. Et là, il s'est passé deux choses. Il s'est passé l'avènement du Trumpisme, et donc le fait que l'état de droit aux États-Unis est fortement atteint. Il était atteint depuis 2016, mais encore aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un attachement aux valeurs démocratiques qui est beaucoup moindre que ce qu'il était avant, et Trump est vraiment une figure honnie au sein de la communauté juive américaine. Au-delà même du vote républicain-démocrate, vous avez vraiment un rejet très très fort de Trump. Et puis dans le même temps, ce qui était la lutte pour les droits civiques, était une lutte vers l'égalité et vers l'émancipation, est devenu une lutte plutôt vers l'assignation identitaire. On a beaucoup parlé de la gauche intersectionnelle ou woke. On en est là. Aujourd'hui, ça reste minoritaire, marginal, et je rejoins ce qu'a dit Laurent Geoffrin, ça n'est pas la majorité de ce qui se passe. Mais c'est une minorité agissante et active, et qui fait qu'aujourd'hui, un juif américain voit une évolution possible du Parti démocrate qui est extrêmement troublante pour leur propre appartenance. C'est-à-dire que ce qui était une quête de l'émancipation et de l'égalité devient une quête de l'assignation identitaire. Et là, c'est extrêmement problématique pour les juifs américains. Et ça a son impact aussi par rapport à leur sionisme. Et troisième point, le rapport à Israël. Et là, c'est important de savoir que la difficulté pour les juifs américains, elle est double. La première, c'est ce dont je viens de parler, c'est-à-dire que l'assignation identitaire, le fait qu'aujourd'hui ce soit une gauche qui finalement assigne une identité, un discours politique à ce que la personne est aujourd'hui dans le discours simpliste, le sioniste, l'israélien, c'est l'oppresseur blanc, est quelque chose aujourd'hui qui met en porte-à-faux finalement les juifs américains dans leur quête et notamment dans leur appartenance au camp progressiste en Israël, aux États-Unis. C'est extrêmement compliqué, ça devient plus compliqué, je dirais, pour les Américains de se dire « je fais encore partie de la famille libérale ». On n'en est pas encore là, c'est encore le cas, ils peuvent encore s'identifier comme démocrates et progressistes, mais c'est vrai qu'il y a une petite musique qui est extrêmement troublante pour finalement ce qui faisait leur judéité, et notamment le fait qu'ils sont sionistes, ils sont très majoritairement sionistes, et ça aujourd'hui c'est plus compliqué, je dirais. Et puis dans le même temps, et je pense qu'on en a parlé, et d'ailleurs les réactions de la salle ont montré que c'est un sujet, ce qui se passe en Israël aujourd'hui, vous avez quelque chose qui est extrêmement problématique à entendre pour les juifs américains, et là pour le coup je m'identifiais à la fois en tant que juif américain mais aussi en tant qu'israélien, avec l'évolution, il faut bien le dire, de la société israélienne. Ce gouvernement actuel est extrêmement destructeur, est extrêmement problématique, et rend plus compliqué pour certains juifs qui ont une sensibilité sioniste, l'identification à l'État d'Israël tel qu'il est en train de devenir. Et je pense que ça serait injuste d'attribuer cet éloignement progressif des juifs américains à Israël uniquement parce que les juifs américains, notamment les jeunes, j'ai un chiffre que je veux partager avec vous, 35% des 14-18 ans des juifs américains affirment avoir de la sympathie pour le Hamas. Donc là, c'est encore un autre sujet qu'on a sur la table, mais c'est extrêmement grave. Mais l'évolution actuelle d'Israël rend vraiment aujourd'hui cette identification à Israël compliquée. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu de près et qui me fait énormément de peine. Une des choses qui m'a énormément plu avec la lutte contre le coup d'État judiciaire en Israël en 2023, avant le 7 octobre, vous avez eu un certain nombre de juifs américains qui étaient un petit peu en rupture de banc avec Israël,
qui, comme beaucoup d'Israéliens libéraux, se sont réappropriés le drapeau. Vous aviez à Washington Square, tous les dimanches, vous aviez des manifestations, des Juifs américains et des Israéliens expatriés qui venaient avec leur drapeau. Et comme en Israël, le drapeau est redevenu un emblème de la liberté. J'ai dit peut-être la plus belle journée de ma vie hors des événements familiaux a été sans doute le 5 juin 2023, où j'ai pu manifester sous l'emblème du sionisme progressiste, libéral, anti-occupation et surtout anti-coup d'État judiciaire, dans les rues de Manhattan, sur la 5e avenue, avec un drapeau israélien. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement fort. Aujourd'hui, malheureusement, l'évolution actuelle d'Israël rend ce lien, ce nouveau lien qui avait été recréé entre juifs libéraux et israéliens, il rend à la fois plus compliqué et en même temps, il y en a déjà parlé ici, encore plus urgent ce lien entre juifs libéraux et israéliens libéraux. C'est très important de ne pas laisser le gouvernement israélien actuel prendre en otage le sionisme libéral tel qu'il se pratique aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment la bataille qu'on a tous devant nous et je pense qu'on est tous concernés. C'est plus facile, clairement, d'avoir cette bataille aux États-Unis qu'ici, étant donné la composition politique des Juifs américains. Mais c'est vraiment une bataille que l'on doit mener et encore une fois, de ne pas laisser Netanyahou, Ben-Gvir et Smotrich reprendre en otage le drapeau israélien, l'emblème du sionisme. Il n'est pas à eux, il est à tous les juifs, libéraux ou pas, mais en tout cas également aux sionistes libéraux aux États-Unis ou en France. Donc aujourd'hui, les juifs américains, clairement, ils sont dans une situation nouvelle pour eux. Ils sont extrêmement inquiets avec l'avènement du Trumpisme, le réavènement du Trumpisme, qui est encore plus traumatisant pour eux que le premier avènement du Trumpisme, qui était un peu une espèce de malentendu. Les juifs américains aujourd'hui sont confrontés au fait que la majorité, même courte, du peuple américain veut ce Trumpisme, veut ce mouvement autoritaire. Et la démocratie américaine, qui a toujours protégé les juifs contre les pires dérives antisémites, aujourd'hui est en danger. Je terminerai en disant que les juifs américains, avec les noirs américains, demeurent la minorité la plus encore viscéralement attachée au Parti démocrate. On est passé environ de 77-22 à 71-26 pour Harris contre Trump. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire... Et j'ai entendu avec intérêt les propos de Laurent Geoffrin, je pense qu'il ne faut pas désespérer de la gauche. Je pense en plus que l'état de la gauche aux États-Unis, en tout cas du Parti démocrate, est bien plus sain que ce qu'on a en France, donc on n'en est pas là. En revanche, la grande bataille des années à venir pour le Parti démocrate, ça dépasse de très très loin les Juifs, ça va être de rester ce grand parti de centre-gauche attaché à Israël, mais il est important qu'Israël aussi y mettre du sien pour avoir ce dialogue. Netanyahou ne veut pas de ce dialogue avec les démocrates, Netanyahou veut uniquement le dialogue avec les républicains. Il s'agira d'une certaine façon pour les démocrates d'être unitaires pour d'eux, de maintenir ce lien très fort avec Israël. Et le but évidemment d'une association comme J Street, notamment avec le chiffre que je viens de vous donner, je répète, 35% des jeunes juifs de 14-18 ans ont de la sympathie pour le Hamas. Comment on arrive à recréer ce lien, se réapproprier le mot du sionisme et de dire que le sionisme n'est pas un gros mot. Je pense que ce sera la grande bataille devant nous, notamment pour un mouvement comme J Street. Et à titre personnel, je pense que cette bataille, elle ne peut pas être menée que par les Américains, elle doit être menée aussi évidemment avec J. Cole, et encore merci de m'avoir invité ici. C'est une bataille essentielle parce que c'est aussi, et là c'est l'Israélien qui terminera ce propos, je pense qu'Israël effectivement ne peut pas vivre si ce n'est pas une démocratie, je pense qu'il ne peut pas vivre si le lien avec la diaspora se distend. Et moi, à titre personnel, c'est ma grande crainte que le lien entre juifs américains et Israël se distende. Et c'est la raison pour laquelle il faut évidemment soutenir Israël pour maintenir ce lien très fort entre sionisme libéraux des deux côtés, j'allais dire de l'Atlantique et de la Méditerranée. Je pense que c'est central parce que si Israël ne devient demain que soutenu par les chrétiens évangéliques aux États-Unis et non plus par les juifs américains, alors Israël non seulement sera dans une faillite morale, mais sera également dans un désastre stratégique, parce que, in fine, ce qui garantit aussi la sécurité d'Israël, c'est aussi le soutien bipartisan aux États-Unis, et c'est en tout cas une des missions de J Street, en tout cas que je prends à cœur. Merci Sébastien, ton éclairage a permis d'ouvrir un peu la focale et je serais content d'avoir à mes côtés Jonas Pardo qui lui est confronté par son activité constamment à ces problèmes d'antisémitisme dans les milieux de la gauche ou l'extrême gauche et a essayé et continue de faire de la formation dans ces milieux-là. Alors Jonas, je passe la parole et merci d'être là. Merci beaucoup, merci de m'inviter, merci de me donner la parole.
Merci de venir m'écouter. Je m'appelle Jonas Pardo, je suis aujourd'hui directeur d'une association qui s'appelle la Boussole Antiraciste et je crée et j'anime des formations à la lutte contre l'antisémitisme qui ont la particularité, peut-être l'originalité, de s'adresser aux acteurs et aux organisations du mouvement social et de la société civile, en clair, les syndicats, les associations, des médias, bon, la gauche. Alors, Annie m'avait demandé de donner quelques éléments biographiques pour comprendre ma trajectoire peut-être un peu particulière. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir l'oreille de certains. Bon, on pourra en parler, c'est pas pareil, l'oreille à gauche à propos de la lutte contre l'antisémitisme avant et après le 7 octobre, vous en doutez. Mais du fait de mes engagements passés et actuels, oui, je peux toujours être un interlocuteur et tenter de diffuser la lutte contre l'antisémitisme à gauche. Mon parcours, bon, je suis un enfant de la communauté juive de Marseille, je fréquente l'école juive, les mouvements de jeunesse juive, etc. Mais je m'en détache jusqu'à me socialiser à l'extrême gauche puisque je suis engagé dans la lutte contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes à partir de 2012 et ce jusqu'en 2021. C'est là où, en 2015, j'ai un peu ce sentiment que Eva Illouz témoigne à la suite du 7 octobre et je commence à m'inquiéter des réactions à gauche suite à la tuerie de l'hypercachère. Alors, c'est là aussi où voilà, plusieurs voix à gauche se réunissent pour discuter et développer une analyse qui sorte des théories qui circulent dans le débat public, à savoir la thèse du nouvel antisémitisme, qui fait des musulmans, qui dit que ce seraient les musulmans les responsables de l'antisémitisme. Alors, Eva Illouz a très bien dit les confusions qui règnent sur l'antisémitisme. L'extrême droite se dit lutter contre l'antisémitisme est sioniste mais reste antisémite. La gauche se dit contre tous les racismes et diffuse l'antisémitisme, etc., etc. Et je crois qu'on pourrait refaire le même jeu sur ce qu'on entend par gauche, qui a été au centre d'une discussion finalement entre Laurent Geoffrin et Eva Illouz juste avant moi. En fait, moi je ne crois pas que dans l'histoire de la gauche, il y ait eu d'un côté une gauche antisémite et une gauche non antisémite. Je n'y crois pas. Je donne un exemple. Lisez L'Argent d'Émile Zola, lisez Jaurès même après le procès de 94 où il s'engage, où il bascule dans le camp des Dreyfusards, lisez-le, vous verrez de l'antisémitisme. On peut être Dreyfusard et être antisémite. Il n'y a pas de contradiction. Alors, je ne suis pas en train de dire que la gauche est antisémite, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que l'antisémitisme n'est ni de gauche ni de droite. Il est partout dans la société, déjà il y a 120 ans et aujourd'hui encore. Et il y a une différence quand même, et je suis d'accord avec ce qu'ont dit Eva Illouz ce qu'a dit Eva Illouz tout à l'heure. Oui, la gauche a été le camp qui a le plus lutté contre l'antisémitisme, ça c'est vrai, il n'y a rien à dire. Et aujourd'hui, la gauche se perçoit comme le camp de la lutte contre l'antisémitisme encore aujourd'hui, car elle se perçoit à raison comme héritière de l'affaire Dreyfus et héritière de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein de la gauche, même largement, pour beaucoup, pas pour tout le monde aujourd'hui, mais pour beaucoup, lorsqu'on dit oui, il y a des problèmes d'antisémitisme dans la gauche, ça semble invraisemblable. Ça semble complètement invraisemblable. Mais ce qu'on appelle gauche doit être mis en question également. Vous voyez, déjà au 19e, les catégories qu'on mobilise aujourd'hui ne sont pas les mêmes à cette époque-là. Édouard Drumont, celui qui écrit La France juive, celui qui est rédacteur en chef de la Libre Parole, il se dit socialiste. Maurice Barrès fréquente Léon Blum, ce dernier est critique littéraire, et il est admiratif des romans de Maurice Barrès, et ils discutent, ils ont des correspondances, ils ont une admiration réciproque, etc. En fait, c'est l'affaire Dreyfus qui va créer une séparation entre socialistes nationalistes et socialistes internationalistes. Et peut-être les catégories qu'on a aujourd'hui sont héritières de cette période-là. Et alors, je reparle de ça pour dire ce qu'on appelle la gauche aujourd'hui fait l'objet d'un débat. La France insoumise l'est-elle ou pas? Laurent Geoffrin a dit oui, Eva Illouz a dit non. Eh bien, déjà, voilà, pour être clair dans ce que j'entends par gauche quand je dis l'antisémitisme par la gauche, eh bien, j'utilise peut-être des catégories un peu à l'ancienne. Je considère la gauche comme le camp du socialisme, celui qui parle à minima de la question de la socialisation des moyens de production, mais avec cette définition, le Parti socialiste
a abandonné ce camp dans les années 80 et passé au centre-gauche. Et la France insoumise, elle, reste dans la social-démocratie, puisqu'elle mobilise les catégories de république. Sa grande mesure qu'elle prétend révolutionnaire, c'est plus de députés à l'Assemblée nationale pour faire la 6e République et plus de 100 € à la fin du mois, je schématise, ce qui me semble être la social-démocratie. Donc, pour bien être clair, moi je fais partie d'un camp qui a toujours détesté Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Certains, les partis droitiers chez les Juifs, disent « celui-là c'est un renégat de la France insoumise », mais pas du tout. Dès 2013, j'étais dans ceux qui disaient « il y a un problème avec ce type-là ». Et dans les problèmes qui s'amplifient d'autant plus depuis le 7 octobre, c'est la polarisation. Donc on a un peu parlé juste avant. Moi, j'aimerais axer ma discussion sur ça et peut-être proposer, d'une manière un peu fair-play, comme je fais avec la gauche, proposer de réfléchir un peu contre nous-mêmes. J'ai plus l'habitude de parler aux gauches qu'aux juifs finalement, mais je vais essayer de jouer ce rôle également. Alors voilà, dans ces éléments biographiques, à partir de 2015, on est plusieurs à gauche à tenter de réfléchir comment on pourrait faire pour sortir de cette approche polarisée qui nous semblait profiter à l'extrême droite, c'est-à-dire lutte contre l'antisémitisme et défense d'Israël d'un côté, contre lutte antiraciste et anti-israélisme de l'autre. Pour donner du concret, pourquoi je pose cette polarisation comme ça? Eh bien, parce qu'en 2015, en fait, ce que je constatais, c'était des expressions de compassion, non pas envers les victimes, mais envers les tueurs, sur le mode, oui, mais en même temps, vu ce que Israël fait aux Palestiniens, quelque part, on comprend que Koulibaly s'en prenne à des Juifs en France. Alors, avant le 7 octobre, c'est possible d'en parler et de faire prendre conscience qu'il y a un problème dans ce narratif. Donc c'est ce manque d'empathie et cette polarisation absurde, hein, puisque les juifs français qui achètent du houmous un vendredi après-midi ne sont pas responsables dans ce que Israël fait ou ne fait pas aux Palestiniens. Donc ce lien logique, finalement, peut être questionné, mais je trouve de moins en moins. Donc cette polarisation, j'essaie de la définir, elle est du côté du mouvement de solidarité avec la Palestine, un aveuglement et un déni actif de l'antisémitisme, assorti d'une romantisation, voire une fétichisation de la solidarité avec la Palestine. Mais de l'autre côté, on était aussi dans un malaise, voilà, toute cette bande qui réfléchissait à la question de l'antisémitisme, on n'était pas franchement raccord non plus avec tout un bout qui parlait certes d'antisémitisme dans la société française, et à gauche, mais souffrait aussi d'un manque d'empathie, voire une hostilité franche vis-à-vis des Palestiniens et de la cause palestinienne. Je dirais, ce qu'on constatait finalement, c'est une certaine mentalité d'assiégé, une confusion entre la défense de la légitimité d'Israël à exister et la défense inconditionnelle des politiques israéliennes. C'est peut-être ça qui nous gênait, et c'est finalement ça cet endroit inhabitable, le fait de s'engueuler autant dans sa famille après le 7 octobre devant le racisme anti-palestinien et avec ses camarades de lutte devant le manque d'empathie envers les victimes israéliennes après les attaques meurtrières du Hamas. C'est cette contradiction-là qui a fait émerger le mouvement Golem, finalement réunir tous ceux qui s'engueulent avec tout le monde. Alors, voilà. En fait, je voulais partir d'une observation de terrain. Dans mes formations, donc dans des sections syndicales par exemple, j'ai vraiment 9 participants sur 10 qui se disent antisionistes. C'est à l'image de la gauche aujourd'hui. Déjà en 2021, j'écrivais dans la revue K qu'on a ce que j'appelle un réflexe antisioniste à gauche. Et contrairement à ce qu'a dit Laurent Geoffrin tout à l'heure, non, pour moi, il ne s'agit pas de quelque chose d'idéologisé, il s'agit d'un réflexe. J'explique pourquoi. Sur ces 9-là, l'antisionisme s'explique comme ça, parce que je leur demande, mais qu'est-ce que ça veut dire l'antisionisme pour toi? Et ils me disent, eh bien, le sionisme c'est Netanyahou, je suis contre Netanyahou, du coup je suis antisioniste. Je fais bon, en fait ça va, on peut discuter. Et quand ils entendent l'antisionisme c'est de l'antisémitisme, ce qu'ils reçoivent c'est « Ah mais vous voyez bien,
le fait de critiquer Netanyahou est appelé antisémitisme. C'est donc que l'antisémitisme n'existe pas et il est un moyen pour empêcher la critique de Netanyahou. Alors personnellement, d'un point de vue pas stratégique, pas de la stratégie pédagogique, je considère comme Léon Poliakov de l'antisionisme à l'antisémitisme, je considère comme lui, alors je le paraphrase, hein, je ne le cite pas forcément de tête, mais il dit « Il y a une distance parfois de l'épaisseur d'un cheveu entre antisionisme et antisémitisme, mais cette distance est absolument significative. » Et je suis d'accord avec lui. Et pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on dit, peut-être un peu rapidement, antisionisme égale antisémitisme, eh ben on a perdu 6 de mes stagiaires sur 9 qui n'iront pas à mes stages de formation. Et une fois qu'on a dit ça, on rentre en discussion. Évidemment, je ne me contente pas de cela. On revient sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire sionisme, comment les juifs perçoivent le signifiant antisioniste, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans l'histoire, les politiques antisionistes en Russie, et bien sûr, nous discutons d'aujourd'hui, c'est le plus important, sur ces éléments, enfin, ceux qui se disent antisionistes mais pas antisémites, mais qui sont en réalité plus antisémites qu'antisionistes. Et à travers en fait, cette observation, je voulais poser la question, parce que je vois une résistance au sein des mondes juifs, une résistance à considérer cette question, et moi je pose cette question, je veux le formuler comme ça, est-ce qu'on veut avoir raison ou est-ce qu'on veut gagner ? Et je pense qu'il y a une contradiction dans la manière dont nous menons la lutte contre l'antisémitisme qui se situe à ce niveau-là. Je crois qu'à des moments, il faut accepter de ne pas avoir raison pour pouvoir gagner. Et gagner, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça veut dire faire en sorte que les juifs français puissent vivre sereinement. Alors, cette question de la polarisation, je l'ai étudiée pour un colloque cette semaine sur les relations entre juifs et musulmans. Et j'ai réfléchi à la façon dont elle était fabriquée et comment des deux côtés, c'est-à-dire des camps pro-israéliens en France et pro-palestiniens, eh bien, il y avait participation à cette polarisation. Je voudrais juste souligner la manière dont le Hamas a communiqué sur les attaques du 7 octobre. Donc je ne suis pas le 8 octobre, je suis vraiment le 7 octobre. Eh bien, nous, pour beaucoup en tout cas, nous avons reçu, même des fois sur les boucles WhatsApp, dans les réseaux sociaux privés, des films d'horreur, des tueries, des massacres, des tortures, etc. Les vidéos des tueurs eux-mêmes qu'ils envoyaient dans les réseaux sociaux des familles des victimes et à destination du monde occidental ou d'Israël. Donc l'effet qui a été immédiat, je pense quelque chose que nous avons tous vécu, partagé, enfin, un vécu que nous partageons, c'est celui de la réactivation d'une mémoire traumatique, celle des pogroms et des bûchers moyenâgeux. Est-ce que c'était volontaire ou non ? Probablement, mais je n'ai pas la preuve, mais c'était à mon avis probable. Dans le même temps, le Hamas diffuse dans d'autres réseaux, qui sont celui du monde arabe et des soutiens à la Palestine, des images de résistance. Des vraies images de résistance, c'est-à-dire des clôtures coupées avec un bulldozer, un char israélien avec des enfants dessus, des espèces de mise en scène romantique de la libération d'un territoire enclavé, etc. Et donc, les gens qui reçoivent ces images expriment résistance, libération, vive la Palestine, c'est une action héroïque, etc. Je ne dis, attention, je ne suis absolument pas naïf, je ne dis pas que certains n'avaient pas vu les deux communications, mais en tout cas beaucoup, et c'est des discussions que j'ai eues avec des gens sincères. Oui, ils ont crié vive la libération de la Palestine le 7 octobre, parce qu'ils ont vu uniquement ces images-là. Mais du coup, l'effet ici dans notre société, ça a été une polarisation absolue, où nous ressentions à juste titre l'antisémitisme, lorsque eux exprimaient légitimement un soutien à la Palestine. Et une attitude rigidifiée s'est créée, une attitude polarisée s'est créée le 7 octobre même. On l'a vu, vous voyez, vous criez à l'antisémitisme alors que nous faisons que soutenir la Palestine. Attention, hein, je répète une seconde fois, je ne dis pas qu'il y a uniquement des gens honnêtes, que le monde est fait d'incompréhension, etc. Je ne dis absolument pas ça. Mais ces effets-là doivent être considérés de la même manière, je ne sais pas, qu'une journaliste israélienne, dans un emballement, a parlé de 40 bébés décapités. Je ne lui prête pas de mauvaises intentions, mais effectivement, c'était une fausse information.
et la réalité était déjà bien assez horrible pour en rajouter. Bref, et ce n'est pas par mauvaise intention qu'elle l'a fait, mais par erreur, j'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La réaction israélienne, les bombardements, les vidéos affreuses sur les réseaux sociaux de Gaza, je repense, je ne sais pas, à ces enfants à la tête coupée, des images de feu partout, etc., que nous sommes nombreux à avoir vues, et les paroles des dirigeants israéliens. Je pense notamment à celle de Yoav Gallant, vous vous rappelez, nous allons restreindre l'eau, l'électricité, tout, ce sont des animaux humains. À ce moment-là, nous ne savons pas s'il parle du Hamas ou des Palestiniens, puisque l'application des mesures qu'il dit s'applique à tous les Palestiniens de Gaza. Je pense à Herzog, qui dit « tous les Palestiniens sont responsables des attaques du Hamas ». Et en France, un soutien de Emmanuel Macron, mais d'autres politiques qui disent « Israël a le droit de se défendre ». Donc ce qui est reçu du côté, on va dire, sensible à la cause palestinienne, c'est une légitimation d'une punition collective. Et là, il y a une blessure, pour beaucoup, chez des musulmans, des descendants de l'immigration coloniale, de l'immigration postcoloniale, l'idée que finalement, on peut massacrer des Arabes et c'est OK. Et ça aussi, c'est une blessure et un traumatisme, la réactivation d'un traumatisme, d'une histoire, des guerres de colonisation et de décolonisation. Et je crois que par la suite, et c'est toujours le cas, deux communautés en France n'ont fait que s'emmurer dans une compétition victimaire sans forcément chercher à comprendre l'autre côté. Alors, je crois que nous, là où nous sommes placés, en tout cas moi c'est mon endroit, pour Djiko Léchal Marchal ça peut être un peu différent je pense, ce n'est pas Israël et les Juifs, c'est la France et les Juifs, mon endroit. Je crois que là où je peux agir, c'est contre ma propre haine. Je reprends des mots, je ne sais pas contre qui les a prononcés ces derniers temps. Et je crois que pour faire ça, en tant qu'intellectuel, en tant que personne qui diffuse du discours, je crois que la responsabilité, et je vais finir avec ça, est de diffuser des discours complexes. C'est ce que j'appelle habiter l'inconfort, faire tenir ensemble des récits, des grands récits, qui semblent paradoxaux, mais en réalité ne le sont pas. Oui, le sionisme est un mouvement politique qui a été nécessaire pour le peuple juif. Oui, le sionisme est la cause de spoliation, plus tard de la colonisation et du malheur des Palestiniens. Oui, il y a plusieurs peuples qui souffrent de la guerre. Non, le conflit n'est pas symétrique. Ces récits, à première vue paradoxaux, doivent pouvoir être tenus ensemble pour trouver un apaisement et éviter cette polarisation dans la société française. Merci de votre attention. Tu as parlé de la capacité d'écouter tous les discours. Ici, un petit livre publié il y a une vingtaine d'années en Israël et par Liana Levy il y a aussi une quinzaine d'années en français, qui s'appelle L'Histoire de l'autre, dont le principe, pour ceux qui ne le connaissent pas, est de présenter deux versions des événements de la création, disons, d'Israël, des années qui ont précédé à la création jusqu'à les années d'après, la version palestinienne et la version israélienne, rédigées par des enseignants des deux côtés.